La première nuit passée dans notre nouvelle maison d'Asheville, en Caroline du Nord, m'a appris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne voulais pas me l'avouer, ni à mon mari, que j'appellerai Marc tout au long de ce récit, ni aux enfants, ni même à moi-même. Nous avions trop travaillé pour en arriver là, dépensé trop d'argent, trop d'années à économiser, nourri trop d'espoir pour que cette maison ne soit pas le commencement de quelque chose de meilleur. C'était une vieille demeure de style craftsman, construite dans les années 1920, dans une rue calme bordée de chênes, avec une large véranda et des planchers qui grinçaient d'un charme irrésistible lors de la visite. De l'extérieur, tout semblait parfait. Peinture fraîche, toit neuf et soigneusement taillé. À l'intérieur pourtant, j'avais remarqué des détails que l'agent immobilier avait balayés d'un mot. De vagues taches sur le sol du sous-sol, une odeur étrange dans le couloir du fond, des portes qui ne fermaient jamais tout à fait. Malgré tout, elle était à nous. Cette première nuit, alors que nous déballions encore des cartons, je me suis engagée dans le couloir qui menait aux chambres. À mi-chemin, l'air a changé. Il est devenu lourd, oppressant, comme s'il s'enfonçait dans ma poitrine. Je me suis immobilisée, le souffle coupé, et j'ai regardé derrière moi. Il n'y avait rien, et pourtant j'aurais juré que les ombres sur les murs n'étaient donc pas immobiles. Elles glissaient, comme si elles appartenaient à des êtres absents de la pièce. J'ai chassé cette impression. Je suis allée me coucher et je me suis répété que le déménagement était éprouvant, que mon esprit me jouait des tours. Mais cela ne s'est pas arrêté là. La deuxième nuit, je me suis réveillée au bruit de pas à l'étage. Des pas lourds, délibérés, qui arpentaient les planches au-dessus de nous. Or, les chambres se trouvaient au rez-de-chaussée et le grenier n'était pas aménagé. Je suis restée figée, chaque nerf à vif, tandis que les pas traversèrent la pièce, s'arrêtaient, puis reprenaient. Lorsque j'ai enfin trouvé le courage de réveiller Marc, le bruit avait cessé. La troisième nuit, je l'ai vu. J'ai été descendue au sous-sol chercher une rallonge. L'odeur y était plus forte, métallique et infecte, comme du fer rouillé mêlé à la terre humide. Une unique ampoule pendante éclairait à peine l'espace, laissant les ombres s'accumuler dans les coins. Je me suis penchée pour ouvrir une boîte et je l'ai senti aussitôt. Quelqu'un se tenait derrière moi. Tout mon corps s'est raidi. Je me suis retournée, m'attendant à voir Marc ou l'un des enfants. Mais ce qui se tenait là a glacé chaque goutte de sang dans mes veines. Une forme était accroupie contre le mur du fond, plus sombre que les ombres elles-mêmes, avec des membres trop longs et une tête tordue dans un angle impossible. Elle ne bougeait pas, ne respirait pas, et pourtant je savais qu'elle avait conscience de moi. L'ampoule a vacillé et l'espace d'un instant, ses yeux ont brillé comme des braises. J'ai fui en trombe vers l'étage, claqué la porte et me suis convaincue que j'avais tout imaginé. Mais ce n'était pas le cas. Les jours suivants se sont fondus en une suite d'événements de plus en plus inquiétants. Des objets qui changeaient de place quand nous avions le dos tourné. Des placards qui s'ouvraient violemment au cœur de la nuit. Les enfants qui pleuraient dans leur chambre, désignant des choses que je ne voyais pas. Marc, d'abord sceptique, a fini par pâlir lorsqu'il m'a avoué s'être réveillé avec des griffures dans le dos. Nous avons essayé d'ignorer tout cela, de vivre comme si tout était normal, mais la maison ne voulait pas de nous. Un soir, alors que je préparais le dîner, toutes les lumières se sont éteintes d'un coup, le bourdonnement du réfrigérateur s'est tu. L'air est devenu étouffant, presque solide, et dans l'obscurité, j'ai entendu le raclement traînant de quelque chose qui rampait sur le sol. Ce n'était pas des pas, c'était une reptation. Cela tournait autour de la cuisine, trop rapide, trop calculé. Quand les lumières se sont rallumées en clignotant, toutes les chaises de la salle à manger étaient à renverser. C'est à ce moment-là que la peur est devenue permanente. Les enfants refusaient de dormir seuls. Marc veillait tard, assis dans le salon, toutes les lampes allumées. Une batte de baseball posée sur ses genoux, même si nous savions tous les deux qu'aucune batte ne pouvait nous protéger de ce à quoi nous faisions face. Je mangeais à peine, dormais à peine, suspendue à l'attente de la prochaine attaque. La pire nuit est survenue 2 semaines après notre arrivée. Nous étions dans le salon lorsque la température a chuté brutalement, l'air se condensant en nuages à chaque respiration. Les lames du plancher ont tremblé sous nos pieds et tous les cadres accrochés au mur se sont écrasés au sol en même temps. Un rugissement a éclaté, ni dehors, ni dedans, mais partout à la fois, résonnant dans les murs et à travers nos corps. Les ombres se sont épaissies,
cessant d'être de simples ombres pour devenir des formes, des silhouettes, des dizaines qui rampaient sur les murs, leurs membres saccadés comme ceux de marionnettes. Leurs visages n'étaient que des vides, leurs mouvements violents, nous encerclant tandis que nous nous serrions les uns contre les autres. Puis l'une de ces formes s'est arrachée au mur. Elle est tombée sur le sol, retombant à 4 pattes, avant de se dresser de toute sa hauteur. Immense, grotesque, son corps tordu et palpitant de quelque chose qui faisait vibrer l'air lui-même. Sa tête a claqué dans ma direction, ses yeux rougeoyants. Elle a avancé et le plancher a gémi sous son poids. Mon corps s'est verrouillé. Mes enfants se sont agrippés à moi avec une telle force que leurs ongles s'enfonçaient dans ma peau. Marc restait figé, tremblant, les jointures blanches autour de la batte dérisoire. La chose s'est rapprochée. L'air est devenu irrespirable, écrasant, comme si mes poumons se remplissaient de ciment. Ma vision s'est brouillée. Les enfants sanglotaient contre ma poitrine. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait se déchirer. La créature a tendu vers nous un bras difforme. Et alors, sans réfléchir, j'ai crié à l'intérieur de mon esprit, non pas des mots, mais un refus. Je l'ai rejeté. J'ai refusé de lui offrir ma peur, refusé de la laisser nous dévorer. Quelque chose en moi s'est brisé, et dans cette rupture même, une force est née. Le son dans la pièce s'est fendu comme du verre. Les ombres ont tremblé violemment. La forme s'est figée, ses membres pris de spasmes. Un cri a jailli, non de sa bouche mais de chaque mur, du plafond, du sol, vibrant jusque dans les os de la maison. Les lumières se sont rallumées en pleine puissance. La créature a convulsé 1 fois, 2 fois, puis s'est dissoute dans l'air, déchirée comme de la fumée sous une rafale. Les ombres se sont dispersées, se repliant dans le néant. Le poids oppressant s'est levé, l'odeur a disparu et le silence est retombé. Pour la première fois depuis notre arrivée, ce silence était pur. Je me suis effondrée au sol, sanglotant, serrant les enfants contre moi, les bras de Marc nous entourant tous les 3. La maison était redevenue immobile, simple bois et plâtre, plus animée par la malveillance. Et à partir de cette nuit-là, cela n'est jamais revenu. La maison est restée la nôtre, calme, ordinaire et enfin, un foyer.